Comment? Pardon, 2 secondes, j'aurais besoin du prêtre, si ça vous dit. Ouais. Non mais venez tous en fait. Venez tous, venez. Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages consacrée cette fois-ci à Hakonia dans Camelot. Alors c'est une vidéo qui a été très difficile à écrire. Parce que d'un côté c'est un personnage très important dans l'histoire qui nous est racontée, mais d'un autre côté c'est un personnage sur lequel on a finalement très peu d'informations concrètes. Et c'est pour ça qu'après avoir écrit 4 scripts différents qui ne me convenaient pas, j'ai décidé de segmenter ma réflexion en répondant à des questions très précises. Dans quel état d'esprit se trouve Hakonia au début du livre 6? Que représente cette relation pour Hakonia et pour Arthur? Et quels sont les thèmes ou les valeurs qu'Alexandre Astier a choisi de développer à travers cette relation? Et le fait de prendre le temps de répondre à ces 3 questions m'a permis de prendre davantage de recul pour tenter de mieux comprendre la signification de la fameuse promesse. Parce qu'on va pas se mentir, si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que ce soit essentiellement pour ça. S'il y a un mariage, je veux que tu me promettes de ne jamais le consommer. Jamais le... Alors évidemment, et comme d'habitude, c'est une analyse qui est subjective. Il n'y a qu'Alexandre Astier qui détient la vérité sur son œuvre, et de mon côté, c'est simplement une réflexion personnelle avec laquelle vous pouvez parfaitement être en désaccord. Et je compte d'ailleurs sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans cette vidéo, on va essentiellement parler d'amour, et par extension de la quête du Graal, et oui, cette intro est beaucoup trop longue. Mais je pense que c'était nécessaire de poser le contexte. Donc j'espère que vous êtes installés confortablement, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je fais un aller-retour au palais. Quand je reviens, je veux que ce soit bien passé. Ça va très bien se passer. Existe-t-il quelqu'un destiné à restaurer l'ordre sur l'île de Bretagne? C'est sur les mots de Manius Macrinus Firmus qu'on observe ce qui pourrait s'apparenter au premier fait d'armes du jeune Arthur. Et c'est alors qu'il se demande ce que cette personne pourrait posséder qu'il ne possède pas lui-même, qu'on découvre pour la première fois le visage d'Hakonia. Une douce ironie que le spectateur ne comprendra que plus tard. Car si le livre 6 est censé nous conter les origines d'Arthur, on peut d'ores et déjà noter qu'il se terminera comme il avait commencé, c'est-à-dire à la villa Hakonia. Mais n'allons pas trop vite et prenons le temps de faire connaissance avec ce nouveau personnage qui, selon moi, se trouve au cœur de Camelot. Car pour bien comprendre le personnage d'Hakonia, je pense qu'il faut commencer par prendre un peu de recul sur sa situation au début du livre 6. Je te dérange? Je me reposais. Hakonia Minor nous est présentée comme une femme de la haute société romaine, vivant seule dans une grande villa qui porte son nom et qu'elle met parfois à disposition de Rome pour organiser des réceptions et autres orgies auxquelles elle ne semble pas prendre part. Elle a pour seule compagnie sa servante Drusilla, une femme au caractère bien trempé qui prend ses fonctions très à cœur et qui semble mettre un point d'honneur à veiller au bien-être de sa maîtresse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à ce moment-là, Drusilla est bien la seule à se préoccuper du bonheur d'Hakonia qui n'a pas revu son mari depuis son départ pour l'île de Bretagne. Et depuis, c'est comme si sa vie avait été mise sur pause. Une pause qui dure depuis plus de 13 ans. Donc bien qu'elle soit considérée comme l'une des femmes les plus raffinées et les plus instruites de Rome, sa situation est loin d'être enviable. Car ce qui définit le mieux Hakonia au début du livre 6 finalement, c'est que c'est une femme seule et malheureuse. C'est Rome qui a fait que j'y suis seule. Eh ben justement, Rome te propose un peu de compagnie. C'est donc avec une amertume non dissimulée qu'elle se voit contrainte de rendre service une nouvelle fois à Rome, sur ordre de Sallustus qui prétend agir au nom de César. Mais Hakonia est loin d'être dupe, et semble avoir compris que c'est Sallustus qui tire les ficelles. C'est donc peut-être avec l'espoir d'accélérer le retour de l'être aimé, en échange d'un service supplémentaire, qu'elle se voit confier l'instruction d'un jeune soldat. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à aucun moment elle n'a le choix. Elle est comme prisonnière de cette grande villa, condamnée depuis plus de 13 ans à mettre son bonheur entre parenthèses pour la gloire de Rome. Voilà le petit protégé. Mes hommages. T'es bien en soldat? Oui, parce que voilà. Et c'est après une longue attente qu'Arthur rencontre enfin Hakonia pour sa première leçon. Une longue attente qui, selon moi, peut signifier 2 choses sur le tempérament d'Hakonia. Soit elle n'a aucune envie de rendre service une nouvelle fois à Rome sans jamais rien recevoir en retour et elle n'a donc aucune raison de se presser, soit la notion du temps qui passe devient très relative après 13 ans d'une vie sur pause. Et pour être honnête, je pense que c'est un peu des deux. Quoi qu'il en soit, bien qu'elle évoque l'algèbre ou Socrate par exemple, chez Hakonia, Arthur va avant tout se nourrir, se laver et se reposer. La villa Hakonia devient alors un lieu de pause, un moment de répit où le temps ne semble plus avoir de prise, à l'image de la vie d'Hakonia, laissée sur pause depuis plus de 13 ans. Tout nu.
Quoi? Tout nu dans le bassin avec des huiles. Quand on représente Rome, on se tient propre. 3 bains par semaine, c'est un minimum. 3 bains par semaine, c'est un minimum, une leçon qu'Arthur va garder tout au long de sa vie. Une occasion plus tard de passer du temps avec Démétra, une habitude qui contribuera aussi à séduire Mévanoui, et surtout un récipient que remplira Guenièvre avant qu'il tente de mettre fin à ses jours. Tant de moments qu'Arthur vivra plus tard quand il aura besoin d'un moment de répit, comme pour faire écho à son passage chez Akonia où il pouvait profiter d'une pause au milieu de ses responsabilités. T'as pas sommeil, toi? Sommeil, c'est-à-dire j'ai toujours plus ou moins sommeil. Alors dors. Pourtant, c'est après une trahison qu'Akonia et Arthur vont prendre conscience de leurs sentiments. Car, comme le dira à juste titre Arthur, on peut trahir uniquement la confiance de ceux qui nous l'ont accordée. Et trahir quelqu'un ou être trahi par quelqu'un, puis se sentir terriblement affecté par l'idée même de cette trahison, c'est peut-être réalisé d'une manière un peu abrupte qu'on tient réellement à la personne qu'on a trahi ou qui nous a trahis. Quand on tient aux hommes, on trahit pas leur confiance. Bien sûr que si. Comment ça, bien sûr que si? Bien sûr que si. De qui d'autre est-ce que tu veux que je trahisse la confiance, moi? Qui d'autre me la donne, sa confiance? J'ai qu'elle à trahir. Et c'est après la trahison que viennent les doutes. Quand Akonia pense qu'Arthur ne peut pas coucher avec elle à cause de la différence d'âge, tandis qu'Arthur de son côté pense qu'il ne la mérite pas. Si Akonia devra attendre un peu pour comprendre avec soulagement que la différence d'âge n'était pas un problème, c'est à ce moment-là qu'elle offrira à Arthur l'une de ses plus belles leçons. Une leçon qui n'est pas sans rappeler les mots de César ou de Sallustius. On ne devient pas chef parce qu'on le mérite, en douille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après. Et vous? Vous le méritez? Ah non, mais répondez, est-ce que vous le méritez? Est-ce que vous méritez votre place? Qu'est-ce que le mérite vient faire là-dedans? Le mérite n'a rien à voir avec ce qui nous arrive, un thème extrêmement présent tout au long du livre 6, et délivré à chaque fois par des personnages qui ont eu un impact considérable sur la vie d'Arthur. Et si pour Akonia c'est quelque chose d'évident, c'est parce que personne ne mérite les 13 ans de solitude qu'elle vient de vivre. Si Arthur n'y arrive pas, ce n'est pas parce qu'il ne la mérite pas, mais bien parce que c'est la première fois que ça compte vraiment. Et c'est peut-être pour cette raison qu'Akonia acceptera finalement de se marier avec Arthur malgré son premier mariage. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle peut enfin choisir d'être heureuse. Oh, mais on couche même pas ensemble, il y arrive pas. Non, je vais me marier. Je suis amoureuse, ça me plaît. Moi, ça me plaît pas. Alors, si je peux en placer une, excusez-moi. Un mariage en rouge, symbole de passion, de romance et de désir. Un mariage qui n'est pas guidé par la tête, comme le sera le futur mariage arrangé d'Arthur avec Guenièvre, mais bien un mariage guidé par le cœur. Un mariage dans l'instant d'une pause qu'elle aimerait voir durer une éternité, à l'image de leur amour soudain qui n'était destiné à durer que le temps d'une courte pause. Pourtant, Akonia entend les mises en garde de Drusilla, elle les comprend même, mais elle choisit de prendre un risque, le risque de goûter au bonheur dont elle a été privée. Pour la première fois depuis longtemps, Akonia et Arthur suivent leur cœur, et sur le moment, c'est comme si tout devenait plus simple. Et c'est là que leur amour peut enfin s'exprimer. Ça vous dérange pas? Ah non, bien au contraire. Mais bon, je me disais que... Ah oui, non mais attention, parce que maintenant, moi, je suis parti, il va falloir vous y faire. Ah d'accord. C'est donc dans ce contexte très particulier qu'Akonia demande à Arthur de lui faire une promesse. La promesse de ne jamais consommer son futur mariage. Alors certains diront qu'à ce moment-là, Akonia est profondément égoïste. Mais à la rigueur, n'est-il pas compréhensible de devenir un peu égoïste après 13 ans de solitude? Certains diront même que c'était calculé. Je m'étais moi-même amusé à l'époque à formuler une théorie selon laquelle Akonia était en fait la marionnette de Méléagant. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Non, je pense qu'il faut avant tout comprendre deux choses sur la nature de cette promesse. Je vous écoute. Des maîtresses, tu peux en avoir tant que tu veux, ça m'est égal. Mais s'il y a un mariage, je veux que tu me promettes de ne jamais le consommer. Déjà, c'est une promesse faite dans l'instant, certainement sans réfléchir aux conséquences, à l'image de leur amour soudain qui ne pouvait exister que dans des moments de pause, des moments hors du temps. Et ensuite, tout comme on ne peut trahir que la confiance de ceux qui nous l'ont accordée, on a aussi le choix de tenir ou non une promesse, en fonction de l'importance qu'on accorde à la confiance de l'autre. Donc cette promesse ne peut exister que si les sentiments d'Arthur envers Akonia existent encore. Cette promesse, c'est peut-être une façon de dire à Arthur que le jour où il couchera avec sa femme, c'est que leur histoire sera terminée. Non pas parce qu'il aura trahi sa promesse, mais parce qu'il aura choisi de passer à autre chose. Si on passe à autre chose, on ne se sent pas trahi, étant donné qu'on a choisi de ne plus y accorder d'importance. D'ailleurs, quand Akonia jette sa robe de mariée, c'est peut-être pour signifier qu'elle se sent obligée de passer à autre chose, car la pause est terminée.
Quoi qu'il en soit, c'est Arthur qui choisit de ne pas trahir cette promesse, alors qu'il est libre de le faire à tout moment. Ce qu'il faut retenir de cette promesse, c'est qu'Arthur a fait le choix de la respecter, et qu'il a donc mis lui-même son bonheur sur pause. Ah, et pour ceux qui considèrent qu'il a rompu sa promesse en couchant avec Mévanouie, ou ceux qui disent que non car ce n'était que le mariage avec Guenièvre qui était visé, peu importe en fait. Les modalités d'une promesse dépendent uniquement du point de vue de ceux qui y sont tenus. Peu importe que ça vous semble logique ou pas, il n'y a que le point de vue d'Hakonia et celui d'Arthur qui compte, savoir s'ils se sentent trahis ou pas. On pourrait même supposer que cette promesse n'a jamais été formulée clairement, si on considère que le livre 6, c'est Arthur qui raconte son histoire au père Blaise. Une histoire est toujours déformée par notre point de vue, et d'autant plus quand c'est notre propre histoire. Cette promesse pourrait tout aussi bien être une image créée par Arthur pour expliquer qu'il est toujours amoureux d'Hakonia, et la finalité serait la même. Il ne l'a pas oublié. Mais alors, qu'est-ce que cette promesse vient faire au milieu d'un récit de la quête du Graal? Tu l'as retrouvé, le Graal? Le Graal? Oui, le Graal. Tu l'as retrouvé? Non. Et ton alliance? Tu l'as retrouvé, ton alliance? Non plus. Non plus. Mais maintenant c'est trop tard, je ne retrouverai plus. C'est à l'époque où Arthur était à Rome que la quête du Graal a le plus avancé, notamment avec la Fédération. À l'époque où il y croyait, parce qu'il était heureux. Quand Hakonia fait le lien entre le Graal et son alliance, en lui demandant s'il l'a retrouvé, sous-entendant qu'il l'a déjà possédé, on comprend que la quête du Graal est liée à la quête du bonheur. Une quête qui n'a rien à voir avec le mérite, mais qui dépend avant tout de nos choix. La quête d'Arthur est un échec, à l'image de ses relations amoureuses, parce qu'il a choisi de les mettre sur pause. Partout il fait moins froid, allume un feu. Partout tu peux être heureux, fais un choix. J'ai trop froid. Si tu ne l'allumes pas un feu, je m'en vais. Il fait moins froid en Macédoine? Partout, il fait moins froid. Et le livre 6 se termine là où il a commencé, à l'endroit où Macrinus se demandait ce que celui destiné à rétablir l'ordre sur l'île de Bretagne pouvait posséder, qu'il ne possédait pas lui-même. Au même endroit où Arthur faisait des pauses pour être heureux, avec Arthur tenant dans ses mains les vestiges du temps où il suivait son cœur. Si le mérite n'a rien à faire dans tout ça, alors devenir un héros dépendra uniquement de ses propres choix. Peut-être choisira-t-il de retrouver Hakonia pour revivre son premier amour, ou peut-être choisira-t-il d'enfin passer à autre chose. Si d'une certaine manière Hakonia représente le Graal, c'est parce qu'Arthur était heureux à l'époque où il croyait en l'amour, et c'est aussi l'amour qu'il cherchait à travers sa descendance. Les seuls moments où il était vraiment acteur de sa quête, guidé par ses propres choix. Alors peut-être qu'il a eu un enfant avec Hakonia, qu'il ne le sait pas encore et qu'il le découvrira plus tard. Si vous faites partie des habitués de cette chaîne, vous commencez à savoir que c'est une théorie qui me plaît beaucoup. Mais ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Ce qui compte, c'est que pour mener à bien la quête du Graal, il faut être capable d'aimer, à l'instar de Perceval, celui qui, dans la légende, est destiné à trouver le Graal. Moi, je suis peut-être pas un as de la stratégie ou du tir à l'arc, mais je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Alors on peut penser ce qu'on veut du personnage d'Hakonia, un personnage interprété de façon magistrale par Valeria Cavalli. Pour ma part, je considère que c'était une femme seule et malheureuse à qui on interdisait d'être heureuse, et qui a fait le choix d'essayer quand même. Sa vie a été faite de pauses, passant de l'une à l'autre au gré des envies de Rome. Mais malgré les événements, c'est elle qui a montré pour la première fois à Arthur une partie du Graal à travers l'amour. Un amour qui peut rendre triste, un amour qui peut rendre fou, un amour qui peut pousser au pire. Un amour qui, d'une certaine manière, se trouve au cœur de Kaamelott. Alors n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Hakonia Minor dans Kaamelott. Ah oui, ça s'est bien passé donc. Ça s'est pas mal passé. Sauf qu'il a fallu que je mette une tarte. Une tarte? Ah oui, quand même. Une tarte à qui? Non, mais à qui c'est pas important, à qui? Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça n'a vraiment pas été facile de mettre en mots ce que j'avais en tête, donc j'ai vraiment hâte de lire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, on est de plus en plus nombreux et ça fait grave plaisir. Comme d'habitude, merci de penser au pouce bleu et au partage, ça aide pas mal, et si ça vous tente de soutenir la chaîne financièrement, vous trouverez le lien de ma page Tipeee dans la description. Et pareil pour Instagram, Twitter et Facebook. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Non mais laisse-le parler. Enfin, je vois pas pourquoi je serais spécialement con. Ah non, ça, vous êtes spécialement con. Drusilla, c'est un général quand même. Ah non, mais oui, mais là, oh le débile.